Dimanche dernier, Lula renversait le président sortant, Jair Bolsonaro, après un second tour de l'élection présidentielle brésilienne sous haute tension. Mais le feuilleton n'est pas terminé. Après que la police ait tenté, ce même dimanche, d'empêcher les partisans de Lula de se rendre aux urnes, on a appris cette nuit que la police et l'armée se sont joints aux manifestants pro-Bolsonaro pour contester l'élection de Lula, appelant à ce que le nouvel élu retourne en prison et l'accusant par la même occasion de fraude électorale. Cocasse. Pour analyser cette actualité politique bouillante, je reçois Vincent Harpoulet, doctorant en études latino-américaines. C'est parti pour votre entretien express. Alors, bonjour Vincent. Bonjour. Et merci beaucoup tout d'abord d'être venu sur le plateau du Média et d'avoir accepté cet entretien. Alors donc on vient de le rappeler, Lula a été élu président au Brésil après des années où il a été accusé de corruption, après une incarcération dont la procédure pénale a été remise en cause, d'ailleurs c'est ce qui lui a permis de sortir de prison, pour finalement retrouver son fauteuil de président, ça c'était dimanche dernier. Il a été élu cependant d'une très courte tête, 50,9% des voix, ça représente à peine 2 millions de voix d'avance. Comment analysez-vous cette victoire et ces résultats ? Alors, déjà tout d'abord, c'est vrai qu'on peut malgré tout se féliciter du fait qu'il ait obtenu 2 millions de voix supplémentaires que son adversaire sortant, au vu du contexte oui. de polarisation assez exacerbée et des tentatives de déstabilisation permanente qui ont eu lieu et qu'on a pu voir déjà le jour, tout au long de la journée du deuxième tour sous l'impulsion de la police fédérale qui a bloqué un certain nombre de routes dans la plupart des États brésiliens. Mais c'est vrai qu'après, comme tu dis, il faut quand même nuancer ces résultats. Déjà parce que quand on regarde un petit peu la progression des deux candidats, dans l'entre-deux tours, on voit que Lula obtient 3 millions de voix supplémentaires à peu près par rapport au premier tour. Ouais. Bolsonaro en obtient 7 millions supplémentaires. Donc déjà, il y a eu un vrai resserrement. Il y a eu un vrai resserrement. Parce qu'on rappelle que les sondages avaient donné déjà pour le premier tour un écart bien plus important que ce qui n'a été en réalité à l'issue du scrutin. Exactement. Et l'écart s'est donc encore resserré pendant tout le mois qui a séparé les deux tours. Exactement, c'est ça. Alors non seulement il y a eu un resserrement, et en plus si on compare le score obtenu par Bolsonaro cette année avec le score qu'il a obtenu il y a 4 ans, on peut observer qu'il obtient 1 million de voix supplémentaires qu'il y a 4 ans. Ce qui fait que malgré le fait qu'il ait perdu l'élection, il y a quand même une consolidation du bolsonarisme et de la ligne incarnée par Bolsonaro. Qu'on rappelle qui est une ligne d'extrême droite très nostalgique de la dictature. Oui, exactement. Mais tout de même, là, on se pose la question, parce qu'on n'en a pas parlé en France, mais c'était il y a seulement un mois, les élections de la Chambre des députés a largement aussi consolidé la majorité de la coalition de droite, exactement, dans laquelle se situe justement le mouvement de Jair Bolsonaro. C'est, je ne sais plus de 300 sièges sur 500. L'opposition dans laquelle figure le Parti des travailleurs, le PT brésilien, n'en a que 130. À quel niveau va se situer le blocage politique ? De quelle marge de manœuvre va disposer Lula pour gouverner ? Pourra-t-il même gouverner en fait ? Oui, déjà quand on regarde un petit peu effectivement le résultat de ces élections qui visaient à renouveler en fait la totalité de la Chambre des représentants du Brésil et un tiers des sénateurs, effectivement on observe que le Parti libéral de Bolsonaro obtient 66 représentants supplémentaires à la Chambre des représentants, donc devient la première force avec 99 représentants et devient également le premier parti au sein du Sénat. Mais ce qui est intéressant effectivement, comme tu le rappelais, c'est que quand on comptabilise un peu la totalité des représentants de différents partis de droite conservatrices sur les questions sociétales et très très libérales sur les questions économiques. Effectivement, ils dominent largement ces deux assemblées puisqu'on peut considérer qu'ils ont la majorité absolue en fait réunie. Ouais. Et donc Lula a très peu de marge de manœuvre puisque quand on compte effectivement tous les députés, les représentants de gauche, on en a à peine une centaine en fait qui seraient favorables, quand je parle de gauche, vraiment une gauche qui serait favorable à des mesures de changement social important, donc c'est-à-dire considérer le Parti des travailleurs et le Parti Socialisme et Liberté, le PSOL, qui représente un peu la gauche radicale, qui est sur une ligne en fait anticapitaliste et éco-socialiste au Brésil. Mais à eux deux, ils forment à peine une centaine de représentants. Donc effectivement,
je pense que les seules marges de manœuvre pour Lula seraient de négocier éventuellement avec des partis plus centristes, dont une partie l'ont soutenu pendant la campagne. Je pense notamment au parti de la social-démocratie brésilienne, alors le PSDB, qui représentait jusqu'à maintenant en fait un peu le principal parti on va dire de centre-droit, voire droite traditionnelle au Brésil, qui a été complètement balayé par l'émergence en fait du bolsonarisme et qui est réduit à des pourcentages très très faibles en fait. Enfin là, ils ont perdu la moitié de leurs sénateurs, ils ont perdu 16 représentants. Donc ce qui est intéressant, parce que ça montre qu'il y a une espèce de reconfiguration de la droite au Brésil d'ailleurs. Enfin, la droite traditionnelle est complètement marginalisée, enfin la droite libérale traditionnelle, on va dire, au profit d'une droite très conservatrice, ultralibérale sur les questions économiques et proche des milieux évangéliques aussi. Enfin, voilà, oui, c'est ça, parce qu'en fait, parce que tout à l'heure, tu parlais de polarisation voilà. de la politique brésilienne. Alors effectivement, on est presque sur une ultra-polarisation parce qu'il y a une polarisation politique, évidemment, sur les points de vue sociétaux, sur les points de vue sociaux, et donc sur les points de vue religieux, parce que la gauche brésilienne est foncièrement catholique, la droite brésilienne, en tout cas la droite bolsonariste, foncièrement évangélique. On est sur une ligne de fracture très profonde sur quasiment tous les domaines sociaux et sociétaux des politiques. Oui, effectivement. En sachant que les églises évangéliques comptent à peu près, on va dire qu'il y a à peu près un tiers de la population brésilienne qui appartient à cette mouvance un peu évangélique. Ce qui fait qu'il y a toute une partie aussi des classes populaires effectivement qui appartiennent à cette mouvance et qui n'ont pas voté. Qui n'ont pas voté Lula. Enfin, c'est intéressant, mais quand on regarde les résultats dans certaines villes, je pense à Rio par exemple, on peut voir que dans les quartiers les plus populaires, marqués par la pauvreté, la violence, c'est Bolsonaro qui arrive en tête en fait. Donc, et ça peut s'expliquer par le fait que ces églises évangéliques ont mené une campagne très active en faveur de Bolsonaro et diffusent aussi l'espèce de conception selon laquelle la liberté individuelle doit primer sur l'État. Enfin, c'est vraiment l'idée que l'enrichissement personnel doit être un peu le fondement de la vie en société, en fait, qui est diffusée par les églises évangéliques. Et donc, elle contribue en fait à renforcer ce discours ultralibéral qui est prôné par Bolsonaro. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que enfin voilà, je vais essayer d'être court, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que Bolsonaro représente à la fois une mouvance très conservatrice, mais aussi sur les questions économiques très libérales. Et il a représenté pendant 4 ans en fait une espèce de, il a essayé en fait de démanteler un peu toutes les administrations publiques en fait pour promouvoir la liberté d'entreprendre. Enfin voilà, toute l'insertion du secteur privé. Enfin voilà, c'est vraiment du libéralisme. Puisqu'on en vient à ce sujet-là, ce serait intéressant peut-être de faire rapidement, avant d'en venir aux aspects programmatiques qui ont peut-être fait l'élection de Lula, sur le bilan de Bolsonaro. Parce que peut-être qu'on se représente mal, d'autant que le mandat de Bolsonaro a été, du point de vue de la France et de nos petits points de vue ethnocentriques, très, il y a eu un prisme Covid en fait. On ne parlait de Bolsonaro que sur ses prises de position Covid. Son bilan social, économique, etc., comment on peut l'évaluer là aujourd'hui? Comment on peut le sanctionner? Alors, on peut considérer, en fait, économiquement et socialement, c'est du néolibéralisme à l'état pur, en fait. Enfin, il est vraiment très influencé par cette idéologie-là, ce qui fait que tout au long de la crise Covid, justement, au-delà de ces prises de position vis-à-vis de la crise sanitaire, il a réduit en fait toutes les aides économiques. En fait, il a réduit au maximum en fait pendant 4 ans tous les investissements publics. Enfin, c'est vraiment l'idée qu'il faut. En gros, il porte un peu l'idée que les administrations publiques ont été inefficaces jusqu'à maintenant et donc que du coup, il ne faut pas gaspiller d'argent dans ces administrations publiques. Et voilà. Et en fait, la seule aide qu'il a mis en place, c'est l'Auxílio Brasil, une aide l'Auxílio Brasil, qui a été mise en place au cours de la crise Covid, mais qui en fait était une aide temporaire et individuelle en fait. Donc ça s'inscrit vraiment dans l'idéologie aussi néolibérale en fait. C'est une aide qui vient se substituer un peu à des organisations plus publiques ou à des modes de redistribution plus publics. Donc il y a eu ça. Ce qui est intéressant aussi juste, c'est sur la partie environnementale aussi, parce que il a aussi environnementale. Enfin voilà la partie. Je parle de ça parce qu'en fait il a aussi réduit énormément en fait tous les fonds publics destinés aux administrations chargées de la préservation de la biodiversité, notamment en Amazonie. Il a notamment réduit de 24% en 2019 les fonds à l'IBAMA, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, qui est chargé justement de préserver un peu la biodiversité
en Amazonie. Donc ça a aussi des conséquences assez significatives sur la préservation de l'Amazonie, en sachant que... voilà, c'est un petit peu surprenant, sachant qu'il y a eu peut-être un des plus gros incendies que l'Amazonie ait connu sous son mandat. Oui, c'est ça. Il y a eu une augmentation très, très significative aussi des incendies. La déforestation a augmenté de 22% entre 2020 et 2021. Enfin, voilà, mais parce qu'en fait, il y a eu un abandon total en fait, de toute cette partie-là. Enfin, Bolsonaro a considéré qu'il fallait en fait privilégier le développement de l'agrobusiness en Amazonie, de l'extraction minière. Enfin, il y a vraiment eu en fait une nouvelle impulsion d'un nouveau cycle en fait d'exploitation de ces ressources-là et sous l'impulsion du secteur privé. Des industries très puissantes d'ailleurs, parce que tous les récents scandales de production qui d'ailleurs impliquaient Obredef et Petrobras font partie justement de ces industries minières dont on parle. Ouais. Donc, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout ce secteur-là est aussi très mobilisé derrière Bolsonaro, évidemment. Et en fait, on peut observer une espèce de ligne de fracture aussi dans les élites économiques. Je pense que c'est important aussi pour comprendre vraiment les soutiens, on va dire, des deux candidats, parce qu'en fait, on a une partie des élites économiques qui sont favorables à cette reconfiguration du modèle économique vers l'exploitation de ressources naturelles destinées à l'exportation. Donc, tout ce secteur-là, le secteur minier, pétrolier, l'agrobusiness, s'est mobilisé derrière Bolsonaro. Et par contre, tout le secteur, on va dire l'autre partie de l'élite économique qui avait un peu bénéficié des politiques d'industrialisation que Lula avait commencé à entamer, Lula et Dilma Rousseff, du coup, se sont mobilisés derrière Lula, en fait, pour essayer de mettre un terme à cette dynamique-là et revenir à une forme de nouvelles, réimpulser une nouvelle industrialisation du Brésil. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait une politique, effectivement, qui avait été impulsée pour justement que le Brésil ne soit plus uniquement, comme beaucoup de pays sud-américains d'ailleurs, un pays essentiellement extractiviste et qui profite de l'exportation de matières premières pour devenir une industrie manufacturière. C'est ça. Mais évidemment, tout ça a été interrompu par l'alternance Michel Temer puis Jair Bolsonaro. Parce qu'on oublie qu'il y a eu une petite parenthèse Temer entre Dilma Rousseff et Bolsonaro. Oui, Temer qui était le vice-président au départ de Dilma Rousseff et qui appartenait au mouvement démocratique brésilien, qui est un parti centriste, ultralibéral aussi. Et qui d'ailleurs a été totalement marginalisé aussi par l'émergence du bolsonarisme. Oui, ils l'ont pâti aussi d'ailleurs, parce qu'il a été d'ailleurs finalement toute la campagne qu'il avait faite contre Dilma Rousseff pour la faire destituer s'est retournée contre lui. C'est retourné contre lui aussi, parce que un certain nombre de membres de ces partis-là, du MDB, donc le mouvement démocratique brésilien de Temer, ou alors du Parti social-démocrate du Brésil, dont je parlais tout à l'heure, ont été impliqués en fait dans ces scandales-là aussi. Donc en fait, c'est finalement cette campagne en fait de destitution de Dilma Rousseff, puis la condamnation de Lula qui a suivi a vraiment provoqué une espèce de polarisation assez importante du paysage politique brésilien et qui a impacté un peu tous les appareils politiques traditionnels. Donc le PT a quand même survécu, mais tout ce qui est PSDB, MDB ont été totalement marginalisés au profit de l'émergence de... Mais alors peut-être que justement la survie du Parti des travailleurs, du PT brésilien, est passé justement par cette large coalition que Lula a réussi à former, qui lui a peut-être permis d'être élu, même si son élection après coup, malgré les sondages, paraît presque miraculeuse, étant donné la conjoncture politique et l'état du rapport de force. Sur quels aspects programmatiques justement, parce que le Lula qu'on voit être élu, alors évidemment on peut se réjouir que Lula soit élu et que Jair Bolsonaro sorte, mais tout de même, on est très loin du Lula de 2003. Oui, exactement. En fait, Lula a vraiment fait sa campagne autour de l'objectif. Enfin, l'objectif principal qu'il a mis en avant tout au long de sa campagne, c'était vraiment le fait de réinstaurer une démocratie saine, de sortir de cette polarisation, en fait, d'écarter du pouvoir Bolsonaro pour revenir à un système démocratique sain. Mais ça a été vraiment en fait l'argument qui a été mis en place. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'économiquement, socialement, en termes d'écologie aussi, il n'y a pas eu vraiment de propositions précises. En fait, l'idée, c'était vraiment de mettre un terme à cette parenthèse Bolsonaro pour revenir finalement à un système politique. Ce qui fait qu'il a attiré autour de lui à la fois la gauche radicale, donc le PSOL dont on parle un peu tout à l'heure, mais aussi des néolibéraux convaincus. Par exemple, son vice-président, enfin le candidat à la vice-présidence qui était aux côtés de Lula, Geraldo Alckmin, qui a été une des principales figures du PSDB pendant des années, qui a été l'adversaire de Lula d'ailleurs au second tour en 2006. Et donc justement, toutes ces figures-là font partie de cette élite qui
qui ont rejoint Lula non seulement pour revenir à cette dynamique d'industrialisation et aussi pour stabiliser le pays avec l'objectif sous-jacent de redevenir un pays attractif en fait pour les investissements privés. Donc on est très loin vraiment d'un programme de transformation économique et sociale. Complètement, oui. Mais après, Lula a quand même formulé quelques propositions comme le fait d'augmenter le salaire minimum au-delà de l'inflation. Voilà, quelques propositions comme ça. Ou alors il va également relancer certains organismes publics de préservation de l'Amazonie, justement pour au moins lutter ou encadrer le développement des activités minières illégales, de l'orpaillage illégal, tout ça qui s'est quand même pas mal développé pendant 4 ans et qui a aussi contribué à la déforestation. Mais par contre, il ne sera pas anticapitaliste ou anti-extractiviste. D'autant que s'il veut relancer peut-être le programme d'industrialisation du Brésil qu'il avait peut-être entamé en 2011, c'est ça. Avant 2011, peut-être que, c'est-à-dire avant de sortir de la présidence la première fois, ça va peut-être être compliqué d'être anticapitaliste dans ces conditions-là. Il devra s'appuyer déjà sur l'extraction de ressources naturelles, parce que c'est un peu les principales activités du pays. Donc il devra s'appuyer sur ces revenus-là pour les rediriger vers des investissements dans l'impulsion de nouvelles activités industrielles qui pourraient permettre de diversifier la structure productive. Et puis l'autre élément, c'est qu'il ne pourra pas gouverner en fait sans ces élites économiques qui l'ont soutenu au cours de la campagne. En fait, parce qu'il je suppose que, étant donné la conjoncture qui a permis cette coalition, on peut supposer que c'est une coalition fragile en soi. Donc 130 députés au Parlement, ou à la Chambre des députés, c'est peut-être 130 qui en seront peut-être plus que 70 ou 100 d'ici les mois à venir. C'est ça, en fait, quand on compte vraiment... Dans le cas où il faudra voter tel ou tel projet de loi. C'est ça. En gros, le PT a 80 députés, en fait. Le Parti des travailleurs n'a que 80 députés. Après, le Parti socialisme et liberté en a 17 à peu près. Et les autres membres de cette coalition qui pourraient appartenir à la majorité sont plus des partis centristes, en fait. Donc pourraient soutenir certaines réformes, mais pas des réformes sociales qui iraient trop loin dans la transformation du système économique brésilien. Donc non, effectivement, il aura vraiment des marges de manœuvre très réduites. Après, je pense que sa présidence peut surtout en fait avoir un impact sur l'intégration régionale, par contre, parce que son élection vient un peu renforcer la dynamique qui est à l'œuvre depuis 3-4 ans maintenant sur tout le continent, en fait, d'arriver au pouvoir de dirigeants critiques vis-à-vis du néolibéralisme. Voilà, on a eu, ça a commencé avec López Obrador au Mexique, après il y a eu Alberto Fernandez en Argentine, plus récemment il y a eu Petro. Il y a une nouvelle vague de la gauche en Amérique du Sud, effectivement, parce qu'il y a eu aussi Gabriel Boric au Chili, Pedro Castillo au Pérou. D'ailleurs, dans 2 pays dans lesquels, surtout le Pérou, la gauche, c'est pas forcément évident. Petro Gustavo aussi en Colombie, où pour la première fois dans l'histoire depuis l'indépendance de la Colombie. Donc effectivement, il y a une nouvelle vague de gauche, sachant qu'il y a toujours Luis Arce en Bolivie et Maduro au Venezuela aussi. Oui, évidemment. Et sur une conjoncture politique favorable, effectivement, d'un point de vue régional. Disons que ça pourrait permettre en fait d'impulser une nouvelle forme d'intégration régionale qui se détacherait un peu des intérêts défendus par d'autres puissances internationales sur le continent, alors en particulier les États-Unis évidemment. Évidemment, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tout de suite l'affirmation d'un attachement diplomatique avec la Russie ou l'Iran, pour essayer tout de suite de marquer une autre ligne géopolitique que celle impulsée, voire imposée par les États-Unis. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Lula aussi a été porteur pendant sa campagne d'un projet de mise en place d'une monnaie régionale qui permettrait, en fait, alors ça serait différent en fait de l'euro. En fait. Ça serait pas une monnaie unique. Voilà, ça serait pas une monnaie unique, ça serait une monnaie commune, mais qui se substituerait pas aux monnaies nationales. Donc c'est-à-dire que ça serait une monnaie complémentaire qui permettrait de faciliter les échanges commerciaux, sans doute. Exactement, entre eux, sans passer par le dollar. Qui est d'ailleurs un problème qui provoque qui est d'ailleurs la source de beaucoup d'inflation dans la plupart des pays. C'est ça. Parce qu'il y a le dollar parallèle et toute la contraction de devises qui pose beaucoup de problèmes aux monnaies locales. C'est ça, parce que ce qui se passe, en résumé... Alors là, c'est des subtilités monétaires compliquées, mais... Non, mais en gros résumé, c'est vrai que le dollar, en fait, ça contribue un peu à augmenter la dépendance de ces États à l'extraction de ressources naturelles, en fait, ou à la spécialisation dans un seul secteur économique, parce que... quand on se spécialise dans un secteur économique, en fait, on est obligé au bout d'un moment, en fait, d'importer tout le reste. Mais du coup, quand on importe, on a besoin de
de dollars et pour acheter les produits importés. Mais du coup, voilà, quand les importations deviennent plus importantes que les exportations, quand on est spécialisé dans un seul produit, on a besoin de demander plus de dollars sur le marché d'échange. Donc, ce qui fait que la monnaie nationale, forcément, se dévalue par rapport au dollar. Et donc, les prix augmentent parce qu'on a besoin de plus de monnaie nationale pour importer des produits. Donc, ce qui fait que les États sont obligés de s'endetter après pour faire face à ce phénomène-là, et ce qui fait que du coup, ils s'endettent auprès d'organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, ou aussi la Chine. Et ça engendre un peu des mécanismes de dépendance économique assez importants. En résumé, donc voilà. En gros, ce sont des subtilités économiques effectivement un peu complexes, mais voilà. Mais ensuite, pour revenir un petit peu plus sur l'actualité, que je disais en introduction, le feuilleton politique n'est pas du tout terminé. Donc, on a vu les images qui ont tourné tout dimanche, pardon, le dimanche du second tour, où on a vu la police qui a été utilisée sciemment pour bloquer les partisans de Lula et les empêcher, les intimider du moins à l'idée d'aller voter. Est-ce qu'on a eu une tentative délibérée d'entraver l'expression démocratique de la part de Bolsonaro ? Alors, a priori, ça avait été planifié à l'avance par Bolsonaro. Enfin, il y a plusieurs médias brésiliens qui ont mis en avant que Bolsonaro s'était réuni justement avec des représentants de la police fédérale pour préparer cette opération. Et a priori, je pense qu'on peut parler de tentative délibérée dans le sens où la majorité des opérations ont eu lieu en fait dans des territoires plutôt favorables traditionnellement au PT, dans le nord-est du Brésil ou dans le nord ou nord-est du Brésil. On a plus de 60% de ces opérations, je crois, qui ont eu lieu en fait dans cette partie-là du Brésil. Donc oui, je pense que a priori on peut parler de tentative. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Bolsonaro a mis beaucoup de temps à reconnaître sa défaite. Il n'a toujours pas appelé Lula pour le féliciter. On pourra dire qu'il est un petit peu mauvais perdant. Mais alors, effectivement, ça continue encore maintenant. La police, l'armée même, il y a eu des affrontements entre les dockers et les chauffeurs routiers qui ont empêché certains blocages de la part de manifestants pro-Bolsonaro avec le soutien de la police et de l'armée. Est-ce que, sans vouloir être trop alarmiste, est-ce qu'on peut craindre un coup d'État au Brésil ? Alors, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir un coup d'État parce que, on verra, parce que effectivement. Parce que ces images, je pose ces questions-là parce que ces images peuvent rappeler quand même de mauvais souvenirs des années 60-70, que ce soit au Brésil, en Argentine, ou toute la vague de coups d'État qu'il y avait eu à l'époque. Est-ce qu'effectivement on peut craindre un coup d'État militaire ou en tout cas une action très séditieuse de la part de l'armée ? C'est pas exclure effectivement parce que. On ne peut pas exclure cette possibilité-là parce qu'effectivement, ça arrive à de nombreuses reprises en Amérique latine. L'armée a encore une influence très importante au Brésil et effectivement plutôt du côté de Bolsonaro. Donc, mais après, dans les faits aussi, il y a quand même une majorité en fait déjà des administrations et entreprises publiques qui sont entre les mains de l'armée. Enfin, il y a pas mal de militaires qui ont des postes importants au Brésil. Alors après, on verra comment Lula se comporte vis-à-vis de... Enfin, quelle décision Lula prend, en fait. Est-ce qu'il va laisser ses militaires en place ou pas ? Mais vu les marges de manœuvre très restreintes qu'il a, je le vois mal, en fait, se mettre à dos toute l'armée. D'autant plus que la première chose qu'il a affirmée lors de son discours à l'issue du second tour, c'était vraiment sa volonté de représenter tous les Brésiliens, de mettre un terme à cette polarisation. Donc je le vois mal en fait se mettre à dos toute l'armée. Donc dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un coup d'État, mais par contre oui, des tentatives de déstabilisation, je pense qu'il peut y en avoir, d'autant plus que Bolsonaro, comme tu le disais, n'a pas officiellement reconnu la victoire de Lula. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il allait respecter la Constitution, mais il est resté très vague. Il n'a jamais félicité Lula, ni reconnu clairement sa défaite. Donc je pense que oui, on peut s'attendre à ce que Bolsonaro attise un peu ce climat de tension et... oui. Donc pour l'instant, le pire qu'on peut craindre, c'est une forme d'impasse politique. Oui, je pense. Après encore une fois, un coup d'État n'est pas exclu, mais je ne vois pas de coup d'État dans l'immédiat. Encore une fois, parce que Lula a des marges de manœuvre très restreintes et ne pourra pas transformer en profondeur le système brésilien. Donc, dans ce contexte-là, je ne pense pas. Mais par contre, oui, ça va être très compliqué pour Lula pendant cette présidence. Oui. Super. Ok. Merci beaucoup, Vincent. Merci plaisir, beaucoup d'avoir accepté cet entretien, d'avoir répondu à nos questions. On tentera évidemment de suivre l'évolution de la situation au Brésil.